La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 20 mai 2026. Aujourd'hui, le titre c'est qui le plus fort, Nvidia ou l'obligataire? Après 3 séances de baisse alimentées par la tech, les marchés actions américains auraient bien besoin d'un petit produit dopant pour repartir de l'avant et tracter le reste de la planète finance. Et ça tombe plutôt bien puisque Nvidia doit publier ses résultats ce soir après la clôture de Wall Street. Mais est-ce que ce sera suffisant pour faire oublier les tensions du marché obligataire? That is the question. Les gens intelligents qui pilotent la stratégie des grandes banques d'investissement s'accordent à dire que 3 facteurs sont susceptibles de briser la hausse des actions américaines. La politique d'abord, le marché obligataire ensuite et une invasion extraterrestre. Alors à ce stade, 2 des 3 facteurs sont entrés dans une zone rouge et le dernier reste à prouver, en dépit d'ailleurs de la mise en ligne récente par les États-Unis de leurs archives classifiées sur les ovnis. Bank of America a donné un nom à la dynamique qui s'est installée depuis plus de 3 ans maintenant, ça s'appelle la boom loop, c'est-à-dire en gros la boucle de boom. Elle repose sur l'accroissement rapide du patrimoine boursier des ménages américains, et quand je dis rapide, je veux parler de 10 000 milliards de dollars de gains en 2025, 9 000 milliards de gains en 2024, 8 000 milliards de gains en 2023, auxquels s'ajoutent déjà 4 000 milliards de dollars de gains depuis le début de l'année 2026. En gros, les gains appellent les gains et les réinvestissements, et tout ça, ça fait grimper les actifs à risque. Et d'ailleurs, pour couronner le tout, l'IA fournit un excellent exutoire à tout cet argent, et cette boom loop est donc menacée principalement par la politique et par le marché obligataire. Alors jusqu'à présent, le volet politique est particulièrement rocambolesque, mais pas vraiment pénalisant pour les actions, hors les épisodes de volatilité exacerbée. C'est la variable nerveuse qui part dans tous les sens, mais qui au final n'a pas pesé durablement sur les indices, même s'il faut quand même reconnaître que les drawdowns, c'est-à-dire les écarts entre les points hauts et les points bas, ont parfois été spectaculaires depuis 2 ans. Le marché obligataire, c'est une autre paire de manches. D'abord, il faut préciser que le marché obligataire lui-même n'entraîne pas nécessairement une baisse des actions, c'est plutôt ce qu'il reflète ou ce qu'il sous-tend qui les fait reculer. Ensuite, c'est une masse qui est beaucoup plus difficile à bouger que le marché action. Quand il commence à se mouvoir, c'est-à-dire à montrer des signaux de tension, il le fait généralement lentement. Et les mécaniques qui sont lancées par cette mise en mouvement ont des conséquences, en revanche, qui peuvent être extrêmement profondes et parfois même structurelles. Ces retombées, elles vont en tout cas bien au-delà d'une simple baisse du bénéfice par action ou d'un dividende un petit peu raboté. En d'autres termes, on touche assez vite à de la grosse macroéconomie, donc à des déséquilibres compliqués à corriger. Et pourquoi j'en parle aussi longuement? C'est parce que le marché obligataire américain a commencé à bouger et pas vraiment dans la bonne direction. Le réchauffement récent des prix à la consommation et à la production a allumé des signaux d'alerte. Le coût de la dette américaine a pris l'ascenseur et à force de grimper, le rendement de l'échéance à 30 ans vient de toucher 5,20%. Il faut remonter le temps jusqu'en 2007 pour le retrouver aussi haut. Et 2007, vous le savez, c'est une année un petit peu funeste en finance puisqu'elle préfigure l'énorme crise financière de 2008. Même si les contre-performances passées ne préjugent pas des performances futures, ça crispe quand même un petit peu les investisseurs. Le marché, lui, il commence à intégrer de nouvelles choses, notamment l'alourdissement de la dette américaine, puisqu'elle coûte plus cher, avec des taux plus hauts. Une décote, Kevin Warsh, c'est le nouveau patron de la Fed, tarde à agir sur les taux pour des raisons politiques, puisque Donald Trump veut des taux plus bas, mais aussi un rééquilibrage de l'attrait des obligations, puisqu'elles offrent un rendement intéressant, et ce qui fait mécaniquement reculer l'attrait pour les actions. Et enfin, une remontée du dollar, parce que si les bons du trésor sont plus attrayants, le flux acheteur fait grimper le billet vert. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Chaque événement pris séparément est bien compris et n'est pas nécessairement d'ailleurs gravissime, mais personne ne maîtrise vraiment leur combinaison ni les effets d'emballement qui sont possibles. Donc le marché s'est tendu et continue à espérer une issue favorable à Hormuz pour pouvoir envisager une baisse des cours pétroliers qui permettrait d'imaginer que l'accélération de l'inflation s'éteindra au fil du temps et plutôt rapidement. De ce point de vue, Donald Trump continue à exhorter l'Iran à accepter un accord de fin de conflit, mais bon, Téhéran a un certain intérêt à laisser traîner les choses pour affaiblir la Maison-Blanche et négocier des conditions plus favorables. Le baril de Brent navigue toujours d'ailleurs autour de $110 ce matin, en hausse de 80% depuis le début de l'année. Pour parler concrètement et pour reprendre l'étude de Bank of America que j'ai déjà citée précédemment, l'inflation américaine devient dangereuse pour les marchés actions à partir de 4%. En effet, sur les 100 dernières années, lorsque l'inflation CPI a franchi 4%, le S&P 500 a reculé en moyenne de 4% sur les 3 mois suivants et de 7% sur les 6 mois suivants. Or, en avril, le CPI a accéléré à 3,8% et il n'y a pas vraiment de signe de ralentissement, en tout cas pour les semaines à venir. Dans ce contexte, les résultats de Nvidia sont-ils susceptibles de raviver la flamme des marchés actions? Réponse ce soir après la clôture de Wall Street. L'entreprise qui pèse le plus lourd du monde en bourse a cette capacité à tracter le marché
marché en publiant des résultats époustouflants et des perspectives flamboyantes pour tout l'écosystème technologique sera suffisant pour masquer les autres maux financiers du moment? Eh bien, j'en ai aucune idée, mais une sorte de frénésie peut s'installer en amont de l'annonce pendant la séance américaine. En attendant, Wall Street a baissé pour la 3e fois consécutive hier soir. L'Europe est moins affectée par les dégagements sur les compartiments technologiques, mais n'emmène pas large pour autant. Dans le reste de l'actu, l'UE a finalisé le texte de son accord commercial avec les États-Unis après des mois de négociations, et la guerre des droits de douane est presque devenue secondaire, et par ailleurs, Vladimir Poutine est arrivé à Pékin hier soir avec pour objectif de renforcer les liens entre la Chine et la Russie. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, ça baisse un petit peu partout, on est à moins 1,3% sur le Nikkei 225 au Japon, du côté du Hang Seng à Hong Kong c'est moins 0,7%, la Corée du Sud, toujours très volatile, perd 1,6%, l'Inde recule de 0,2%, Taïwan 0,2% également, et l'Australie perd 1,3%. On est donc plutôt en baisse en amont de la publication de Nvidia ce soir. Les indicateurs avancés européens, ils sont dans le rouge eux aussi, et les futurs américains sont assez hésitants à l'heure où j'enregistre. On passe maintenant à l'actu des sociétés en France. Euronext a dépassé les attentes au T1 avec le trading et l'acquisition de la bourse d'Athènes. Vinci affiche pour sa part un recul du trafic dans ses aéroports et sur ses autoroutes en avril. Stellantis prévoit d'assembler à Rennes une voiture du chinois Dongfeng selon les infos de Reuters. Eiffage a annoncé une augmentation de capital de 292 millions d'euros réservée à ses salariés. Téléperformance a placé 1,2 milliard d'euros d'obligations en 2 tranches. Vallourec a remporté d'importantes commandes de tubes de conduite auprès d'ExxonMobil au Guyana. Euraseo a acquis une participation majoritaire dans Nextron Systems. Aramis confirme revoir ses objectifs annuels à la baisse. On a aussi des actus du côté des mid-cap comme Argan, Charger Invest, BioUV, Alico, Hafner ou encore DroneVolt, et des chiffres en attente aujourd'hui, notamment ceux d'Elior, d'Ubisoft, de Parrot, d'Akia ou de Plastivaloir. Ailleurs en Europe, Embracer dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et annonce sa scission en 2 entités cotées. La répression des fraudes a mené des inspections inopinées chez Nestlé Waters en France, Nestlé qui est par ailleurs accusé de manquement par des médias dans le rappel de lait infantile contaminé. Ryanair estime que le choc énergétique peut faire tomber des compagnies européennes cette année. Enel lance un emprunt obligataire de 2,5 milliards d'euros et KNDS envisage de céder une partie de sa participation dans l'allemand Renk selon Bloomberg. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, Experian, Roivant, CSG, Elia ou encore Orkla. Côté Amérique du Nord, Google dévoile ses lunettes connectées prévues pour cet automne et aussi son nouvel agent IA Spark. Meta ouvre l'accès à WhatsApp au chatbot IA concurrent en Europe. Northrop Grumman décroche un contrat de maintenance de radar de près de 700 millions de dollars pour l'US Marine. Enfin, les principales publications du jour aux États-Unis, Nvidia, Analog Devices, The TJX Companies, Lowe's, Progressive Corp, Intuit ou encore Target. Ailleurs dans le monde, les négociations salariales pour éviter une grève chez Samsung échouent à nouveau. KKR vend ses parts dans le fournisseur japonais d'équipements pour la fabrication de puces Kokusai. TDK va racheter le malaisien Linergy Power pour 241 millions de dollars. Panasonic acquiert le britannique Hive Media Control pour renforcer son écosystème de solutions visuelles. Le fabricant chinois de mains robotiques Linkerbot envisagerait une IPO à Hong Kong. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.